Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur El Magharibiya. Quel plaisir de vous retrouver ce soir pour ce nouveau numéro de Microscope. On vous souhaite à toutes et à tous un très bon mois de Ramadan Moubarak. ونينير صحة رمضان نونت مني غاون بصحة لهنا santé يكون ويتي واشولين نون. Ce soir, au programme, nous allons bien évidemment revenir sur les actualités qui dominent, notamment l'Algérie. Maintenant, depuis plusieurs jours, notamment cette semaine, mais pas que, il y a cette crise entre la France et l'Algérie. Dernière actualité en date, le président français qui a appelé l'Algérie, donc hier, dans le cadre de son voyage au Portugal, je cite, à réengager un travail avec la France sur les accords d'immigration qui lie donc les deux pays et met en garde contre tout jeu politique, certainement un message peut-être indirect à son ministre de l'Intérieur qui effectivement depuis maintenant plusieurs semaines fait de l'Algérie aussi son fonds de commerce au nom de Bruno Retailleau. Il ne faut pas que les relations fassent l'objet de jeux politiques. Voilà les mots d'Emmanuel Macron, l'Alger bien sûr qui dénonce, on écoutera tout à l'heure un extrait de la réponse du ministère des Affaires étrangères via notamment l'ENTV. Donc Alger a dénoncé une cabale attisée par une extrême droite française revancharde et haineuse. Le pouvoir algérien, la diplomatie algérienne, qui revient énormément sur l'extrême droite française, mais en quoi réellement un parti politique dans un pays doit-il aussi avoir une telle portée au sein d'une diplomatie? On essaiera aussi de se poser cette question. Voilà, donc selon les termes du ministère des Algériens des Affaires étrangères, donc on parle d'une française revancharde et haineuse. L'Algérie n'a pris l'initiative d'aucune rupture, a dit aussi Alger. Et puis on se rappelle aussi que mercredi, le Premier ministre français François Bayrou a lancé un ultimatum de 4, notamment à 5 semaines, notamment pour réexaminer les accords, tous les accords bilatéraux sur les questions migratoires notamment, qui selon lui ne sont pas respectés. Le ministère algérien des Affaires étrangères a répliqué que l'Algérie rejetait catégoriquement les ultimatums et les menaces. Emmanuel Macron qui est resté tout de même et qui reste toujours et qui se montre toujours préoccupé par le sort de l'écrivain Boualem Sansal, une affaire qui a suscité énormément de polémiques et de retours sur les façons de faire du pouvoir algérien, notamment les questions de liberté ont été mises en lumière, mais aussi derrière ça, la qualification du pouvoir algérien. Beaucoup ont parlé d'un État voyou, d'un pouvoir oligarchique, militaro-politique, par exemple. On va y revenir. Et puis dans un deuxième temps, mais vous me direz comment être bien à l'étranger lorsqu'à l'intérieur du pays, les choses se passent aussi mal. Nous allons revenir dans un deuxième temps avec nos invités sur ces premières heures de mois de Ramadan en revenant un peu sur la situation du pays en termes de crise sociale, économique, mais aussi, vous l'avez compris, de crise politique certainement liée aussi à ce degré d'illégitimité. On se rappelle que notamment Abdelmadjid Tebboune a été très très mal élu en employant ce terme officiel à moins de 10%, un boycott général. Donc une crise de et en politique en Algérie. Et puis dans le même temps où on entend Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, François Bayrou, Premier ministre en France, Emmanuel Macron, où est par exemple le Premier ministre algérien Nadir Labaoui, et quand on sait aussi qu'Abdelmadjid Tebboune est resté très discret, à part notamment cette grosse interview au sein de l'opinion, notamment quotidien français. Mes invités ce soir, le plaisir de retrouver Boualem Ziani. Bonsoir Boualem Ziani, syndicaliste SATEF, bienvenue. Merci pour l'invitation. J'espère qu'on va contribuer à éclairer un peu ce qu'on connaît de la situation politique, sociale et économique. C'est une merci pour l'invitation. Merci infiniment. On vous souhaite un bon mois de Ramadan. Ramadan. Bon mois de Ramadan pour vous et votre famille. Avec nous, le docteur Hamid Mhani. Bonsoir, docteur, militant des droits de l'homme, défenseur des droits de l'homme. Quel plaisir de vous avoir ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation. Salam alaikum, Ramadan Karim pour tous les Algériens, l'équipe du Magharibiya et puis pour l'ensemble des musulmans. C'est toujours un plaisir d'être avec vous.
et merci pour l'invitation. Merci infiniment, merci à vous. Je ne vais pas faire de concurrence d'émotion et d'affection, mais c'est plutôt un grand plaisir de retrouver Morad Yefsah ce soir. Morad Yefsah, je suis vraiment très heureux de vous avoir, sincèrement, consultant senior en système d'information et militant politique au CAFACS. Morad Yefsah, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Shaban, bonsoir à vos invités, et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Et bien entendu, moi aussi, c'est un plaisir donc de participer à votre émission. Et bien sûr, Sahar Mdalkom à tous ceux qui nous écoutent. Merci d'être avec nous, Morad Yefsah. Morad Yefsah, bien, je vais commencer par vous. Alors ce soir, nous allons en première partie, bien évidemment, évoquer cette crise entre l'Algérie et la France, selon certains observateurs, un niveau jamais atteint. Mais ce qui va nous intéresser ce soir aussi en particulier, c'est de savoir comment est positionnée cette diplomatie algérienne, le Maroc, les Émiratis, la Mauritanie, le Mali, la région du Sahel, une diplomatie algérienne qui pour certains donc est très fragilisée, un pays qui ne s'est jamais autant isolé. On l'a bien vu dernièrement et toujours souvent en passant par les canaux de presse sur cette affaire de France-Algérie. Le ministre des Affaires étrangères algérien est très discret. D'abord, selon vous, comment vous qualifiez d'abord cette période entre ces deux États? Premièrement, à mon avis, pour comprendre un peu la situation difficile dans laquelle nous sommes, il faut partir donc de la réalité concrète donc de la situation mondiale et des relations de subordination que veulent imposer donc les États forts. Pas loin qu'hier, et je pense que vous avez tous suivi donc ce conflit en direct à la télévision entre le président américain et le président ukrainien. Et on a vu effectivement les conditions dans lesquelles ces pays dominant le monde, ces pays qui sont membres du Conseil de sécurité, donc qui ont un pouvoir au-dessus de tous les autres États, veulent aujourd'hui donc revenir à des relations de type vraiment colonial. Donc il y a ce contexte qui n'est pas tombé du ciel, mais c'est une évolution depuis la guerre en Irak, la guerre contre la Syrie, la guerre de dislocation de l'État-nation libyen, et d'autres guerres encore, et la dernière, celle d'extermination du peuple palestinien, sont des exemples qui sont parlants d'eux-mêmes. C'est-à-dire que la réalité concrète elle-même donc nous donne déjà à comprendre la nature de relation, donc de domination qu'ils veulent instaurer. Ça, c'est un premier, à mon avis, contexte. On peut éventuellement revenir un peu plus en détail pour situer en quoi l'Algérie est vraiment très impactée par ce contexte, d'autant plus qu'effectivement donc la France a eu énormément donc de difficultés à maintenir ses relations avec les pays historiquement donc liés à elle, comme le Mali, comme le Niger, comme le Burkina Faso, le Tchad, la Côte d'Ivoire et tous ces pays-là, à la suite justement donc de ce bouleversement donc de la situation mondiale dans laquelle ces pays effectivement donc reviennent à leur comment dirais-je, à se rapprocher donc de leur peuple et la défense de leurs intérêts. Donc cette situation-là, donc bien sûr, elle a impacté aussi donc la relation entre l'Algérie et la France. Aussi donc pour différentes raisons, hein. Il y a aussi donc la France elle attend que l'Algérie aussi donc soit, on peut dire, un point d'appui pour sa présence en Afrique, mais du fait de la tradition je dirais de politique extérieure donc de l'Algérie, une politique qui a été inaugurée en 1950, je crois 58, par le premier ministre des Affaires étrangères algérien, donc du GPRA, docteur
j'ai oublié son nom, je l'avais sous la langue, qui consistait justement donc à maintenir une certaine comment dirais-je, non, comment dire, sans s'impliquer donc dans la politique des blocs, donc une politique non alignée et surtout un pays qui s'était dès l'indépendance engagé donc à aider les peuples qui étaient encore sous domination coloniale à s'émanciper donc de cette tutelle coloniale. Voilà, donc je pense que ces deux aspects fondamentaux peuvent nous permettre aujourd'hui de comprendre un peu l'état donc d'état de crise des relations entre l'Algérie et la France, d'autant plus qu'il y a des aspects encore beaucoup plus concrets, beaucoup plus actuels, qui divisent l'Algérie et la France. Je voudrais donc citer trois éléments qui peuvent aussi comprendre un peu cette résurgence donc de ce conflit. Et il y a un premier aspect que le gouvernement français a toujours revendiqué donc dans les relations entre l'Algérie et la France, et cela depuis les discussions qui ont eu lieu à partir de 2008 sur justement les accords de 68, où la France demandait à ce qu'il y ait une certaine réciprocité dans les avantages donc des citoyens français et des citoyens algériens dans les différents pays, pour que justement, donc, y compris donc les citoyens français puissent avoir les mêmes avantages donc d'installation et de possession patrimoniale donc en Algérie. Donc, vous savez très bien que les Algériens en France, ils peuvent effectivement donc posséder des biens. Ils sont régis donc par les mêmes lois que les citoyens français, alors que par exemple donc en Algérie, les citoyens français donc n'ont pas ce droit, et cela donc il est codifié dans la constitution algérienne. Avant c'était l'article 17, ensuite qui est devenu l'article 20, qui considère effectivement donc un ensemble de biens, donc sol, sous-sol, énergie, etc., comme étant donc des domaines de souveraineté et qui appartiennent donc au peuple algérien. Donc ça c'est un premier aspect donc de divergence. Le deuxième aspect, je pense que il y a aussi donc la dégradation suite à la reconnaissance par le gouvernement, donc le président français, donc de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Donc ça c'est contrairement donc aux résolutions donc des Nations Unies. Donc c'est un cas de décolonisation reconnu par les Nations Unies. C'est un dossier qui est toujours au niveau donc des Nations Unies pour son traitement et pour arriver à sa décolonisation. Il y a aussi un troisième aspect. Je pense que c'est important donc de le signaler. La loi qui a été donc votée par la France, donc à l'initiative donc du Sénat et ensuite avalisée donc par le Parlement, c'est la loi qu'ils ont appelée contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Cette loi qui est la loi la plus dure, la plus régressive en ce qui concerne les immigrés en France depuis plus de 40 ans. Donc elle revient sur la question du droit des étrangers, elle revient sur la question des droits de ceux qui possèdent des cartes de séjour, des cartes de résidence, et cette loi elle est répressive, et par contre elle ne peut pas s'appliquer aux Algériens puisque eux ils sont régis par donc ce traité, parce qu'il faut bien préciser que l'accord de 68 est un traité donc qui est régi par l'article 62 donc de Genève, et donc qui ne peut pas être donc dénoncé par le Parlement, et c'est une question donc qui est un vrai problème pour l'extrême droite et la droite française, puisque effectivement ils ne peuvent pas légiférer en ce qui nous concerne comme ils le veulent. Merci, je reviens à vous. Morad Yefsah, docteur Hamid Mani est avec nous ce soir. Docteur, peut-être une question
sur notre diplomatie. Il y a cette relation particulière entre le pouvoir. Alors beaucoup disent c'est entre le pouvoir algérien et le pouvoir français, mais pas spécialement entre les deux pays, notamment en termes de peuple. Je vais être un peu direct, mais la responsabilité, la façon de faire, la stratégie diplomatique algérienne aujourd'hui, est-ce que c'est quelque part, c'est ce qui n'a pas, malheureusement pas amené à ce conflit, à ces relations, à ces crises, et pas qu'avec la France, j'ai envie de dire, puisqu'il y a encore d'autres dossiers. On connaît la période avec l'Espagne, ça va un peu mieux, mais il y a toute cette région du Sahel, l'Algérie qui devait jouer aussi un rôle important sur certains conflits de ces pays frontaliers. Comment vous analysez notamment un pays qui apparemment n'a jamais été autant isolé que depuis l'arrivée au pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune? Oui, effectivement, quand vous verrez comment étaient les relations avant l'arrivée du président Abdelmadjid Tebboune, et vous regardez maintenant les pays avec qui on est plus amis, vous verrez que leur nombre a considérablement diminué, et surtout les proches voisins. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que le régime algérien est autoritaire. Il y a un groupe qui prend des décisions en ce qui concerne les dossiers avec l'étranger, etc. C'est un des signes d'ailleurs de déliquescence d'un pays. Parce que, en revanche, en France, vous avez des instituts d'études stratégiques, etc., qui étudient les relations. D'ailleurs, si vous revenez aux déclarations de ce que disait l'ancien ambassadeur Xavier Driancourt, il disait que l'Algérie n'est pas considérée comme les autres pays étrangers avec qui nous entretenons de relations. Ceci étant dit, le problème qui est apparu notamment avec la France et qui est apparu auparavant avec l'Espagne, c'est celui de la reconnaissance du Sahara occidental qui est, pour la France, c'est un pays, c'est un territoire qui appartient au Maroc. La position de l'Algérie a été toujours, nous n'avons aucune revendication sur ce territoire, cependant nous soutenons le Front Polisario qui revendique la libération de son territoire. Le problème, c'est que Trump, quand il était lors de son premier mandat, dans les accords d'Abraham, il a reconnu que le Sahara occidental était marocain. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième, c'est que l'Espagne est venue reconnaître le Sahara, comme quoi le Sahara occidental était marocain. Vous vous rappelez de la tempête qui s'est déclarée. Et puis par la suite, la France a emboîté le pas à l'Espagne en faisant cela. Mais le gouvernement algérien a commencé à y avoir des relations de plus en plus tendues, de plus en plus extrêmement difficiles, surtout avec l'arrestation de Sansal. Et donc tout ça a fait que les relations. Le problème, c'est qu'avec le gouvernement algérien, c'est que du coup, dernièrement, comme vous le savez, rien n'a changé. La position de l'Espagne, elle est restée la même. Cependant, le ministre des Affaires étrangères est allé en Espagne, alors que rien n'a changé. En revanche, avec la France, il y a une escalade de tensions de plus en plus forte, où on se dirige probablement à un point de non-retour. Et le problème, vous allez continuer. Vous allez continuer sur ce non-retour. Je vous interromps, docteur. Vous parlez effectivement, l'Algérie, concernant le Sahara occidental, on fait un point important, mais si elle avait eu peut-être une diplomatie aussi puissante qu'elle le dit, si elle avait été aussi sévère, en tout cas dans des méthodologies bien sûr de stratégie, d'une certaine pédagogie diplomatique, pas en termes de sévérité au sens péjoratif du terme, est-ce qu'elle n'aurait pas pu avoir un autre impact? Alors on connaît la France sur le Sahara occidental, ça ne date pas d'il y a 2 ans ni de 5 ans, ça fait plusieurs années. Mais est-ce que quelque part la fragilité de la puissance et de la diplomatie algérienne fait qu'aujourd'hui
Un certain nombre d'États, comme la France, se sont réellement positionnés. Donald Trump s'est aussi positionné, même s'il y a des comportements de deux poids, deux mesures. Oui, mais le grand problème des pays comme l'Algérie, c'est un régime autoritaire. C'est-à-dire qu'il y a un groupe, je l'ai dit à l'introduction, que comme quoi les relations avec des pays, il n'y a pas d'études pour voir où on gagne, où on perd, comment on se projette à l'avenir et ainsi de suite. Vous avez des relations et défense de monde un peu, qui sait qui prend des décisions par rapport aux affaires étrangères. Ainsi, je vous rappelle que dernièrement, il y a eu un incident aussi avec la Turquie, où il y avait une réunion sécuritaire où les Kurdes ont été invités pour une conférence de sécurité, ce qui a fâché les Turcs. Et ça, c'est pas une bonne chose. On se demande, est-ce qu'il y a vraiment une coordination quant aux prises de position? Est-ce que les prises de position sont bien étudiées? Les intérêts de l'Algérie sont bien pris en considération? Et c'est ça qui est malheureusement à déplorer. Maintenant, il y a les uns disent qu'il y a 4 millions, les autres disent 6 millions, probablement plus, probablement moins, d'Algériens qui vivent en France. Et le grand problème, c'est que ces Algériens-là, le pouvoir algérien ne semble pas prendre en considération les intérêts. C'est vrai qu'il y a à peu près 60% qui sont des binationaux. Donc, du coup, ils sont un peu protégés par le droit français. En revanche, il y a quand même une bonne frange qui n'est pas protégée par le fait d'être binational. Et dans ce cas-là, il faudrait prendre en considération cette partie, en tout cas d'Algériens. Et là, le problème, je vous ai dit, c'est en général ça, dans beaucoup de pays qui sont développés, les relations entre pays, etc., sont étudiées vraiment au microscope, de sorte que rien n'échappe à quel que soit l'intérêt, quelles que soient les projections, etc. Là, en l'occurrence, en Algérie, nous n'avons pas cette tradition, ce qui est déplorable. Parce que si vous faites vous prenez comme ça des décisions juste, qu'est-ce qui fait que avec l'Espagne, on essaye de renouer alors qu'elle n'a pas changé sa position vis-à-vis du Sahara occidental, alors que la France qui a pris la même décision, les tensions de plus en plus sont beaucoup plus amplifiées et ainsi de suite. Donc là, il se pose une question. Il n'y a pas un comportement unique avec les partenaires étrangers. Donc, dans la politique étrangère, il faudrait essayer de voir, démêler les choses et surtout dépassionner. C'est une question d'intérêt. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'ennemis, mais il y a des intérêts en commun. Et dans ces intérêts en commun, il faudrait les prendre sérieusement. C'est certainement la prochaine question, les intérêts dans la diplomatie, notamment la sécurité de son peuple, les intérêts de son pays, avoir une stratégie diplomatique pour permettre au pays de voir loin. Chaque pays a besoin de l'un comme de l'autre. Le plaisir de retrouver dans un instant Boualem Sansal, il est en Algérie. On va écouter ici le communiqué du ministère des Affaires étrangères qui, je le rappelle, a rejeté bien évidemment tout ultimatum et qui revient sur un certain nombre d'éléments. L'Algérie a toujours pris l'engagement de maintenir le calme, l'équilibre et la retenue durant toute cette période. Alors le calme, l'équilibre, la retenue, on a vu aussi les sorties d'Emmanuel Macron sur un dossier comme celui de Boualem Sansal. On ne peut pas dire que l'équilibre, la retenue et la courtoisie étaient présentes. On cet extrait avec nos confrères de l'ENTV. أعربت الجزائر عن استغرابها ودهشتها إزاء التدابير التقييدية على التنقل والدخول إلى الأراضي الفرنسية التي تم اتخاذها من قبل الحكومة الفرنسية في حق الرعايا الجزائريين الحاملين وثائق سفر خاصة تعفيهم من إجراءات الحصول على التأشيرة، حسب ما أفاد بها اليوم بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أن الإعلان عن هذه الإجراءات التي لم يتم إبلاغ الدولة الجزائرية بما يمثل حلقة أخرى في سلسلة طويلة
من الاستفزازات والتهديدات والمضايقات الموجهة ضد الجزائر، غير أن هذه التدابير لن يكون لها أي تأثير على بلادنا التي لن ترضخ لها بأي شكل من الأشكال، بل على العكس سترد الجزائر على أي إجراء يضر بمصالحها بتدابير مماثلة وصارمة وفورية. Boualem Ziani est avec nous, syndicaliste SATEF, importante votre présence ce soir, puisque nous allons aussi évoquer un peu la crise au pays dans ces premiers jours de ce mois saint de Ramadan, mais peut-être un mot sur ces relations France-Algérie, mais je vais au-delà, certains États sont peut-être gouvernés autrement. Je le disais tout à l'heure, on a un Premier ministre français qui est présent, un ministre des Affaires étrangères très présent, un ministre de l'Intérieur plus que présent. Alors après, le but, c'est pas spécialement d'analyser ces propos ici, un président français qui sort, mais de l'autre côté de la Méditerranée, du côté d'Alger, on a tout de même l'impression qu'il y a un pouvoir peut-être absent, un régime fragilisé, un Premier ministre qu'on n'entend pas du tout, un ministre des Affaires étrangères, et peut-être que les trajectoires sont pas les mêmes. D'un côté, on a un pouvoir français qui parle de sécurité de son pays, sécurité de son peuple, intérêt de son peuple, et de l'autre côté, on n'a pas l'impression tout de même de voir les choses dans ce sens, notamment, pour en finir, les sorties du président algérien. On ne peut pas dire qu'elles apaisent et qu'elles vont permettre à la diaspora, notamment, de vivre en France, par exemple, en toute sérénité. Boualem Ziani. Tout d'abord, ce qu'il y a lieu de dire dans cette question de la relation entre l'Algérie et la France, c'est que nous, on ne peut pas le limiter en disant qu'il y a des passeports, etc., spéciaux, etc., pour les diplomates, ça veut dire c'est une relation, mais en suivant un peu de l'intérieur du pays, ça veut dire c'est regrettable que cet espace-là où il donne un peu la liberté aux gens de s'exprimer, de défendre un peu le pays, il est absent parce que nous avons un système qui a tout créé pour avoir un fossé énorme entre le peuple et le gouvernant. C'est pour ça que c'est malheureux qu'on constate qu'il n'arrive pas à renouveler sa classe politique crédible, nouvelle, avec des énergies, avec des conceptions, avec des argumentations valables, historiques, etc., pour un peu défendre le pays, défendre les intérêts du pays, ne pas défendre le pouvoir politique qui, depuis des années, qui a fait Voilà, je vais poser, est-ce que, je ne sais pas si on vous entend, est-ce que les équipes en régie peuvent me dire, est-ce qu'on vous entend? J'ai l'impression que le son n'est pas audible. J'ai pas un bon retour. Est-ce qu'on vous entend? On va retrouver, on va régler ça très rapidement. On va retrouver Morad Yefsar juste pour quelques petites secondes. Dès qu'on vous retient, on vous retrouve, on vous reprend. Morad Yefsar, peut-être merci de nous avoir donné cet état des lieux. Si Boualem Ziani revient vers nous, malheureusement, je vais vous interrompre, mais on a encore le temps, on a encore petite heure d'émission. L'Algérie, Morad Yefsar, l'Algérie, la diplomatie algérienne, elle est importante cette question. Est-ce que ce sont aujourd'hui pour vous les bonnes méthodes? Est-ce que le président algérien fait bon de s'y prendre de la sorte? On a d'un autre côté, je le disais tout à l'heure, un certain nombre de responsables politiques français qui vont dans l'intérêt du peuple, qui vont dans l'intérêt de leur sécurité, on est d'accord ou pas. Et de l'autre côté, on a tout de même une diplomatie qui s'isole de plus en plus. Comment vous analysez aujourd'hui la situation de l'Algérie? Je pense que c'est vraiment important d'observer cette question-là dans les détails et effectivement donc regarder l'état actuel donc des relations donc de l'Algérie avec les différents pays. Avant d'entamer ce point-là, j'aimerais donc pour docteur Mhenni dire que effectivement le chef du gouvernement espagnol, dans son discours aux Nations Unies le 22 septembre 2023, il a effectivement changé de position sur la question du Sahara occidental, étant donné qu'il avait déclaré qu'il était pour une solution dans le cadre de la Charte des Nations Unies et des résolutions qui ont été votées par les Nations Unies.
Donc, il y a effectivement, c'est depuis d'ailleurs cette prise de position par donc le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, que effectivement donc les relations algériennes avec l'Espagne ont été donc entre guillemets donc normalisées. Concernant donc la question globale, donc je disais tout à l'heure, nous sommes dans une situation où effectivement un non-alignement, donc une politique de non-alignement dans le cadre donc de la diplomatie d'un pays, dont la situation actuelle est une position qui devient intenable. Donc on a vu donc la violence des États qui aujourd'hui donc c'est pratiquement comme le disait donc le président américain hier au président ukrainien. Donc ils sont à la veille d'une troisième guerre mondiale, donc les relations sont devenues tendues et les États-Unis, bien entendu, dans le cadre donc de leur bras de fer avec la Chine essentiellement, elle voudrait faire venir donc dans son giron l'ensemble des autres États. D'ailleurs, vous avez bien fait donc de citer que Trump, lorsqu'il était président, il avait reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental en échange, bien entendu, de la signature des accords d'Abraham, c'est-à-dire que l'alignement donc du Maroc sur les positions de Trump, sur les positions américaines en ce qui concerne la question de la Palestine. Donc c'est ça qui est demandé à des pays et qui est exigé à l'Algérie. Et je pense que l'Algérie jusqu'à aujourd'hui n'est pas rentrée dans cette soumission et dans cette vassalisation, et qui fait qu'effectivement la situation est très difficile. Je ne sais pas si je peux continuer. Là, j'entends pas. Alors, est-ce qu'on a retrouvé, restez avec nous, Mollah Diefsah, est-ce qu'on a retrouvé Boualem Ziani? Alors voilà, donc je vous laisse continuer, Mollah Diefsah, dans votre analyse. Donc je disais qu'il devient vraiment très difficile à tous les pays donc d'assurer, de garder, de défendre leur souveraineté nationale, leur souveraineté sur leurs richesses. On a bien vu aujourd'hui des pays européens qui sont aujourd'hui dans un jeu macabre. Donc l'Ukraine qui est d'un côté subit la guerre de la Russie, de Poutine, qui l'a amputé donc de toute une partie de son territoire, et aujourd'hui donc les États-Unis en échange des centaines de milliards de dollars qui leur ont donné sous forme donc de matériel de guerre, exigent à ce qu'ils signent des accords de cession de leur richesse, des terres rares qu'ils possèdent dans leur pays. Et on a vu aussi des centaines de milliers d'hectares des meilleures terres donc aussi chrétiennes qui sont cédées à des pays européens. C'est un vrai. D'un côté, il y a la guerre, de l'autre côté, ils sont soumis à l'exploitation, au pillage. Donc, et ça se passe en Europe contre un pays européen qui, soi-disant, est défendu par les pays de l'Union européenne. Donc, vous imaginez un peu donc les autres pays d'Afrique à quelle pression, à quelle comment dirais-je, exigence ils sont soumis. Je pense qu'il faut observer. On doit absolument donc regarder donc la diplomatie donc de l'Algérie dans ce nouveau contexte qui est un contexte bien entendu encore une fois difficile pour les pays qui veulent se maintenir dans une ligne de non-alignement. Merci, Mollah Diefsah. Boualem Ziani est avec nous, je crois. Boualem Ziani, bonsoir. Je vous laisse continuer. Je crois qu'on va vous entendre beaucoup mieux. Je l'espère. Ok, je vais continuer en disant que... Il y a toujours l'écho. Hein. Je vous en prie, continuez. C'était très bien. Je pense que tout d'abord, la situation internationale est un peu compliquée par rapport notamment avec cette agressivité des pays impérialistes dominants du monde, et ce capital-là, et cette crise à l'échelle mondiale qui a fait naître un peu les partis
ce que nous avons vu dans les pays, soi-disant européens ou américains, fait un peu émerger les forces d'extrême droite, ça veut dire d'extrême droite, fasciste, raciste, etc., etc. Dans ce contexte, pour les pays émergents comme l'Algérie qui essayent de se développer ou bien qui essayent d'avoir sa place, tout d'abord, il faut que nos responsables comprennent que la démocratie interne est importante. Les véritables démocraties, les libertés internes, c'est essentiel pour le développement, pour qu'on se défende. Il faut avoir une société civile libre d'expression. Il faut avoir une société politique, une classe politique capable un peu d'élever un peu le niveau, de dire les choses, les vérités, et de mobiliser les gens sur ces questions, parce que nous savons tous que en ce monde de Gmail, le contraire, depuis des années, il y a un certain autoritarisme, il y a un manque de liberté, ce que nous avons vu dès les derniers temps avec les syndicats autonomes, etc. Mais avec les dépenses et les dépenses qui sont inutiles quelque part, qui ne jouent pas sur le développement économique, le développement social de l'être humain, satisfaire les besoins sur tous les citoyens, de tout le peuple algérien, par un travail décent. C'est comme ça qu'on essaye on peut pas affronter l'agressivité des pays dominants à l'échelle mondiale avec un système qui essaye de réprimer son peuple, qui essaye d'élaborer, d'adopter des lois aussi liberticides sur tous les plans. C'est pour ça que nous savons tous que l'Algérie, les relations entre l'Algérie et la France, ça a évolué depuis 62, les accords de 61, 64, puis 68, puis etc. Nous savons que le capitalisme, pour avancer un certain temps, il a besoin de la main-d'œuvre algérienne. C'est pour ça qu'il a ouvert les portes jusqu'à 85. En 85, après, il a instauré un peu le visa. Et maintenant, c'est une étape. Il a besoin d'intelligence. Il a besoin des médecins algériens qui vont être formés ici en Algérie. Il a besoin des universitaires. C'est pour ça qu'ils vont choisir un peu l'immigration et dans l'intérêt du quai et l'intérêt de la France. Et alors que l'Algérie a amplement besoin de ces cadres qui vont développer l'Algérie, mais à condition que le pouvoir essaye de réfléchir un peu à comment gérer ce pays, comment gérer un peu l'école algérienne, comment gérer l'université, comment gérer le secteur public global et le secteur économique en même temps, avec des cadres compétents qui vont élever un peu le défi. On instaure un peu les conditions de travail dignes et un salaire digne qui est égal à celui des autres, connaissons un peu cette pauvreté, ce pouvoir d'achat, cette misère sur tous les plans. Ça veut dire nos espoirs de vivre en Algérie. Il faut qu'ils investissent l'Algérie, investissent dans l'être humain tout d'abord, investissent dans ses libertés et avoir confiance en peuple algérien. Parce que nous remarquons depuis des années, il n'y a pas de confiance. On dirait qu'ils n'ont pas confiance en nous pour défendre l'Algérie. Alors, le contraire, il est là. On aimerait bien être, c'est la classe politique algérienne qui vont de répondre un peu à l'extrême droite français qui est aussi raciste dans l'histoire, on a assez enterré nos immigrés ici en Algérie par leur acte. On peut se défendre d'être là, mais à condition qu'ils nous ouvrent un peu les espaces d'expression, de dire les choses. Nous connaissons un peu les enjeux. Les Algériens ne sont pas aussi naïfs. Ça veut dire qu'ils connaissent un peu les enjeux internationaux. Ils connaissent un peu l'importance de l'Algérie en tant que pays de l'Afrique du Nord, aussi stratégique. Ils connaissent un peu les richesses qui existent dans les terres algériennes, les sous-sols algériens. Ils connaissent un peu ils sont tous derrière les richesses nationales, les richesses du pays, notamment le pétrole et d'autres des terres rares. Ça commence à découvrir l'agriculture, etc. Mais avec cette politique qui est exercée par notre pouvoir, on peut pas affronter les enjeux, les dangers extérieurs avec ce système autoritaire qui ne laisse aucun espace pour l'expression, qui ne laisse aucun espace pour dire un contre-discours au discours officiel, ou bien contrecarrer un peu cette politique-là
ils veulent créer un peuple semé. C'est pas comme ça qu'on essaye de développer, alors que les dangers sont là. Et nous remarquons que plus agressif, nous avons vu comment c'était notre ami Morad Efsah, ce qui s'est passé avec le président kénien, avec comment il a été traité, ou bien celui de la Jordanie, comment il a été traité à la Maison Blanche. Alors il faut qu'on ait une politique solide qui se base sur le développement de l'être humain algérien. Lorsqu'il se développe sur le plan culturel, sur le plan éducation, sur le plan formation et sur le lieu de travail, en donnant le plein droit, le droit d'avoir un salaire digne, mais encore d'avoir la liberté d'expression, le devoir de dire les vérités et de ne pas se cacher et de critiquer. Et de critiquer un peu le pouvoir et de dire que ça ne marche pas en toute liberté, sans peur, sans pression et sans exclusion. Parce que c'est ça, les peuples c'est les peuples qui gagnent les combats de développement. C'est les peuples qui gagnent lorsqu'ils sont mobilisés, qui peuvent, comme a fait le peuple algérien dans la révolution algérienne, c'est tout le peuple algérien qui s'est mobilisé pour l'indépendance nationale et pour d'autres tâches encore historiques. Il faut que le peuple algérien s'inscrive dans la dynamique de développement humain, mais à condition que le pouvoir comprenne que ça peut pas continuer comme ça, parce que ça crée un fossé énorme entre le peuple et la peur ne construit pas la peur. Soumission et la répression ne construisent pas des résistances solides pour changer un peu les événements. Voilà. Merci Boualem Ziani. Je reviens à vous. Docteur Hamid Mani est avec nous. Avant de terminer votre analyse tout à l'heure, vous parliez d'intérêt, diplomatie dans l'intérêt du peuple, du développement à tous les niveaux, l'économie, la sécurité. On a l'impression effectivement du côté de la diplomatie algérienne, c'est peut-être un élément qui est totalement occulté. Ce que vient de dire Boualem Ziani est intéressant effectivement. S'il y avait serait-ce que cet état de liberté où il y aurait des partis politiques où les gens pourraient s'exprimer et puis répondre aussi à ce qui se passe de l'autre côté, du côté notamment du pouvoir français. Je vous laisse poursuivre sur cet élément qui me semble important, où on vit actuellement une période de crise géostratégique où les pays ont besoin d'avoir des rapports cordiaux, des rapports aussi d'apaisement dans l'intérêt du développement, dans l'intérêt aussi de la sécurité de leur peuple. Je vous interpelle aussi là-dessus, docteur. Il y a entre 4 et 7 millions d'Algériens, de Franco-Algériens, d'immigrés, d'Algériens aussi, de personnes nées en France, de personnes algériennes. Quid de la sécurité de ces personnes, avec peut-être quelque part une sorte d'irresponsabilité de la diplomatie algérienne qui peut-être, vous allez peut-être me dire le contraire, mais qui ne va pas dans le sens justement de l'apaisement et de la sécurité de leurs concitoyens à l'étranger. Vous savez, tout d'abord, si vous permettez, je vais répondre à M. Efsah pour une chose. Je vous en prie. Quelle est la position de l'Espagne aujourd'hui sur la marocanité du Sahara occidental? L'Espagne n'a pas changé sa position d'un iota. L'Espagne a gardé la même position, sauf qu'elle a nuancé. Vous savez que les diplomates, au cours des conférences, etc., utilisent un langage qui n'est pas cru, qui n'est pas direct, etc. Mais l'Espagne a gardé la même position. Maintenant, en ce qui concerne, vous disiez les intérêts algériens. Et comment répondre, par exemple, aux partis politiques, aux personnalités françaises, etc. Vous savez qu'en Algérie, actuellement, il y a une répression terrible, et elle concerne toutes les libertés, que ce soit individuelles ou collectives. Donc, si vous ne laissez pas votre population s'exprimer, alors que dans la Constitution, dans les traités, les conventions, etc., vous signez, vous leur octroyez soi-disant des droits, mais ces droits ne sont pas respectés.
Comment voulez-vous que les Algériens apprennent à se défendre? Moi, j'ai remarqué, même dans les réseaux sociaux, etc., très peu sont capables de défendre ou d'argumenter en ce qui concerne des questions notamment de relations. Ils sont trop passionnés. C'est des insultes. Facilement, on va vous traiter de harki ou de je ne sais quoi, la main étrangère, le complot. Donc, l'Algérien n'apprend pas, malheureusement, le peu de liberté qu'il a actuellement, il n'y en a presque plus. Que ce soit la presse, elle est muselée. Les personnes, il suffit juste, rappelez-vous l'histoire du hashtag je suis pas satisfait, et ainsi de suite. Donc, du coup, quand il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de développement. Pourquoi? Parce que pour une raison toute simple. Pour qu'un pays aussi grand que l'Algérie se développe, il faut laisser la liberté aux Algériens et Algériennes. Or, quand ces Algériennes, comme par exemple Ablag Mari, elle s'exprime dans le Sahara où il y a dans la région, en tout cas où elle vivait, etc., elle constatait des inégalités frappantes. Et alors qu'elle s'exprime, elle prend facilement 2 années ou 3 années requis ou même plus par le procureur. Alors là, vous ne pouvez pas développer le pays. Vous ne pouvez pas corriger les anomalies. Si vous ne corrigez pas les anomalies, vous aurez des frustrations. Et les frustrations grandissantes vont donner des explosions sociales, comme les grèves qu'on a vues. Et vous avez toutes les classes qui, malheureusement, quand elles essayent de s'exprimer. Maintenant, moi, j'ai appris que, comment il s'appelle, le syndicaliste Messoud, qui venait souvent à Al-Mararibia, j'ai oublié son nom, mais je vais me rappeler, il est sur mes lèvres. Il a été juste emprisonné. Vous croyez que ça, c'est choquant? Vous croyez que ça va aider au développement? Revendiquer ses droits alors qu'il a le droit et que la Constitution lui donne et que les conventions lui donnent, et lui, quand il va réclamer son droit ou défendre en tant que syndicaliste des enseignants c'est Messoud Boudiba pour le syndicaliste. Il se retrouve arrêté, peut-être probablement emprisonné pendant de longs mois. Ça n'aide pas. Et l'Algérien va apprendre plutôt le réflexe de s'autocensurer et de ne pas parler. Et quand il va sortir, il va voyager à l'étranger, malheureusement, il va garder ce réflexe pendant longtemps. Il faudrait vivre longtemps avec dans les démocraties où il y a les libertés pour qu'ils s'en accommodent et commencent à s'ouvrir. Et donc, ce n'est pas avec des réflexes comme cela qui vont rendre l'Algérien plus épanoui, peut s'exprimer, peut se défendre. Les Algériens savent très bien se défendre contre des étrangers. Mais ça, ce n'est pas en les réprimant que on va avoir des personnes. Tout à l'heure, j'entendais M. Ziani dire oui, si on nous laissait la liberté, les partis politiques, etc. Mais regardez les partis politiques, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Tous ceux qui essayent de se rebeller contre le pouvoir essaye de les interdire et d'emprisonner leurs responsables, et ainsi de suite. Donc, du coup, il n'y a plus. Quand il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de développement. Vous ne pouvez pas avoir de développement. Et je dirais juste une chose, c'est que une dernière chose, c'est que la diplomatie, elle est le reflet de ce qu'est un pays à l'intérieur. C'est quand vous n'allez pas bien, donc du coup, vous allez sur votre visage, ça apparaît que vous êtes soucieux, triste ou ceci. C'est un peu comme ça, la diplomatie. On y vient, c'est le deuxième axe. On va se retrouver justement dans un instant. Alors bien sûr, Mourad Yebsar, vous allez pouvoir aussi réagir sur ce que vous venez d'entendre et puis aussi un peu sur cette première partie. Mais effectivement, c'est le deuxième axe. Comment peut-on avoir une bonne image ou une bonne stratégie en politique étrangère, internationale, quant à l'intérieur du pays? Alors vous l'avez vu, Abou Alamziani a déjà
dresser un tableau assez sombre de ce qui se passe à l'intérieur du pays, qui relève de la politique intérieure, qui relève aussi de ce fossé qu'il y a entre le peuple et le pouvoir en tout genre, et pas qu'avec le pouvoir actuel d'Abdelmadjid Tebboune. Depuis des décennies, les boycotts, malheureusement, envahissent les scrutins, car les Algériens aimeraient aussi pouvoir avoir un État de droit et démocratique. On se retrouve tout de suite après cette petite introduction. Voilà pour cette deuxième partie. Boualem Ziani est avec nous. Boualem Ziani, peut-être comment s'est passé ces premières heures de ce mois de Ramadan. L'année dernière, on avait eu donc un ministre qui avait demandé aux entreprises de ne pas, notamment de ne pas augmenter les prix. On a eu un ministre de la Justice qui a mis en garde il y a quelques heures contre les spéculateurs et les augmentations des prix. D'abord, le climat en Algérie, on en parlait hier, climat tout de même de crise sociale, des tarifs, peut-être des pénuries. Comment le pays se situe selon vous? Oui, c'est le premier jour. Je pense que tout d'abord, le premier jour du jour de la matin, ça veut dire, nous connaissons un peu le peuple algérien. C'est un peuple qui essaye de dépenser beaucoup le mois de Ramadan et les jours de fêtes religieuses. Je pense que la semaine passée, les gens ils ont été un peu premier jour. Ça veut dire la semaine passée, les gens un peu stressés vis-à-vis des prix, notamment les fruits et légumes. Les fruits sont très chers, mais les légumes ils sont un peu excessifs. Mais je pense que tout d'abord, ce que j'ai remarqué aujourd'hui, s'il y a une conscience quelque part au niveau des commerçants, lorsque j'ai visité un peu ce matin les commerçants, ils essaient d'être ça veut dire de se prendre en charge. Ça veut dire ce qui est maintenant la solution pour nous Algériens, on doit se solidariser entre nous. Ça veut dire, c'est pas au mois de Ramadan qu'on va essayer d'augmenter les prix. Parce que à chaque année ils essayent de réprimer un peu, de dire non mais ça marche pas parce qu'il y a toujours, mais on doit nous Algériens de réfléchir comment le pauvre malheureux d'Algérien qui peut pas acheter de la viande, il faut que les boucheries essayent de diminuer un peu leur prix. Il faut que les gens comprennent que on doit s'entraider dans les moments comme ça. C'est des choses que nous avons ces qualités-là en tant qu'Algériens. Nous avons ces qualités-là de solidarité. Il faut qu'on essaye de. Ce que je remarque encore, c'est l'usage qui se passe dans les écoles, même dans les écoles, dans les établissements scolaires. Il y a beaucoup d'établissements qui ont fait des l'usage, c'est-à-dire on achète de la viande, etc. On le distribue avec un prix aussi raisonnable par rapport au truc. C'est-à-dire, il faut qu'on revienne aux solidarités. Solidarité entre Algériens. Le commerçant doit comprendre que là, c'est pas le mois où on essaye d'augmenter les prix surtout des matériels, les premières nécessités, parce que nous avons un salaire très bas. La valeur de dinar n'est pas à 2000 dinars, tu peux rien acheter. Actuellement, tu peux pas acheter. Je veux dire, tu peux pas avoir dans ta poche 2000 dinars. Tu vas faire le marché nécessaire pour une famille de 3 enfants, 4 enfants. Vous m'entendez, Boualem Ziani, vous m'entendez? Boualem Ziani, Alors, moi, je reviens à Morad Yefsah. J'aurais aimé retrouver Boualem Ziani. Je ne sais pas s'il m'entend. C'est intéressant ce qu'il disait, mais bon, on va revenir à Boualem Ziani qui est en Algérie, notamment sur ses premières heures. Morad Yefsah, peut-être que vous avez une réaction sur ce que vous avez entendu, mais on parle aujourd'hui, c'est le mois béni de Ramadan qui commence. On évoquait avant cette deuxième partie de cette crise peut-être de cette politique étrangère défaillante qui n'est pas au rendez-vous, mais qui est certainement liée à cette politique intérieure.
On a entendu Boualem Ziani à l'instant qui nous parle de liberté, aussi de ces talents qui doivent partir, qui ne peuvent pas rester au pays, de cette crise sociale, des salaires, des scrutins, etc. Selon vous, comment peut-on effectivement avoir une bonne politique étrangère avec une politique intérieure qui reste défaillante, serait-ce que sur les scrutins, boycott général, pas de parti politique, pas d'opposition, pas de médias? Alors vous êtes en mute, cher Mourad Yefsah, je pense. Oui, donc je disais que c'est tout à fait normal ce que disaient donc les invités qui m'ont précédé, Monsieur Ziani et Monsieur Mahani, effectivement est très juste concernant la question donc du lien entre la démocratie, le respect des libertés démocratiques dans un pays, qui est un moyen qu'un peuple, une nation utilise pour effectivement donc s'investir et fonder à pouvoir décider de son avenir, de son destin. Et c'est ça aussi la souveraineté d'un pays. La souveraineté d'un pays est intrinsèquement liée au degré de liberté qu'ont les citoyens pour justement décider de leur destin dans leur propre pays. Donc c'est très important, c'est un aspect important. Néanmoins, il y a aussi donc la force des institutions, la force d'un État qui repose sur la souveraineté d'un peuple, sur la liberté d'un peuple, mais aussi qui repose sur la force donc de ces institutions de l'État qu'il a construit et qui sont des moyens pour effectivement la mise en œuvre donc d'une diplomatie de relations avec les autres pays. On a vu notre pays, donc l'État algérien depuis 62 traversé par différents régimes avec des forces de ces institutions différentes. Pourtant, on a toujours été soit dans des régimes autoritaires, soit dans des dictatures, et pourtant, donc, je dirais, la force de ces États algériens, de ces régimes algériens qui se sont succédés depuis 62, n'ont pas tous été avec le même niveau de faiblesse dans ses relations avec les autres États. Donc il y a effectivement donc l'aspect aussi donc la force des institutions et le fait qu'on parle aujourd'hui donc du mois de Ramadan, du problème des prix, du problème donc du pouvoir d'achat, des salaires, etc., de l'incapacité d'un État à comment dirais-je, impulser une politique donc de pouvoir d'achat donc pour son peuple depuis maintenant plus de 60 ans, c'est une faiblesse. C'est une vraie faiblesse. Ce n'est pas aux commerçants donc de décider arbitrairement d'augmenter ou de diminuer. C'est la politique d'un État, d'un gouvernement au travers de ces institutions qui peuvent effectivement donc influer sur le fait qu'un citoyen avec son salaire puisse vivre décemment, dignement, que ce soit pendant le Ramadan ou alors pendant les autres mois de l'année. Et là, c'est vraiment une question qui est fondamentale. Merci Mourad Yefsah. On va redonner la parole au docteur Hamid Mahani, mais je reviens à vous, Boualem Ziani. Vous avez dit effectivement il faut retrouver l'entraide, retrouver la solidarité, mais malheureusement, c'est ce que font les Algériens depuis des années. C'est bien d'être solidaire, attention, hein, c'est une qualité humaine inestimable. Mais à un moment donné, d'ailleurs, de fait, je vais reprendre aussi peut-être le terme de Mourad Yefsah, est-ce qu'à un moment donné, ce pouvoir ne doit pas mettre les choses en place pour impulser, encadrer, entretenir, avoir un système économique et ne pas, effectivement, comme vous le disiez, il y a cette prise de conscience des commerçants qui doivent continuer à retrouver le chemin de l'entraide, de la solidarité, alors que si il y avait un réel système économique, un réel système social, un encadrement, il n'y aurait pas
chaque année ces problèmes de tarification autour notamment du commerce. Où est la gouvernance? Oui, je pense que tout d'abord, lorsqu'il y a des difficultés comme ça, il y a des difficultés, des crises, ça veut dire toujours on trouve ce qu'on appelle un certain de l'hygiène populaire, ça veut dire on trouve toujours les moyens. Dans cette situation, le peuple algérien peut trouver des solutions. C'est vrai que ce n'est pas des solutions institutionnelles, etc., durables, avec une économie forte, etc., mais des situations où à nos dirigeants de comprendre un peu. Ça veut dire, il faut que les dirigeants comprennent, traduisent un peu cette volonté de changement, d'accompagner un peu cette énergie-là du peuple algérien pour le développement, pour l'égalité, pour améliorer un peu les conditions sociales. C'est au peuple, au gouvernement de comprendre un peu les souhaits des Algériens. Ça veut dire, ça s'est exprimé à plusieurs reprises. Mais lorsque, par exemple, nous remarquons, je prends l'exemple, en disant que à l'occasion du 24 février, ça veut dire le 24 février, le double anniversaire de la création du mouvement syndical UJTA durant la révolution en 56 et la nationalisation des hydrocarbures, il y a des syndicats autonomes, notamment les enseignants, ils ont été reprimés. Là, ça ne donne pas espoir. Alors que, autant que syndicalistes, autant que militants, autant que nous avons attendu que le 24 février, il y aura des mesures d'apaisement. Parce qu'il y a tout un mois de contestation de tous les corps d'éducation, et sans oublier de la santé, sans oublier le silence un peu d'autres secteurs de la fonction publique, notamment les corps communs, les ouvriers professionnels, etc., c'est-à-dire les couches mais les plus misérables de la fonction publique. On attendait que le 24 février, il y aura des mesures d'apaisement, etc. Le contraire s'est observé avec un rassemblement dans la wilaya de Bessa, ça veut dire de Msila, à l'intérieur du pays, il était interdit. C'est interdit d'accès. Ils ont arrêté des syndicalistes, notamment du Canapest et du Kala, des syndicats de Snapest et un autre syndicat qui s'appelle Mechel. Ils ont arrêté. Ils vont signer 2 fois par semaine, chaque semaine, ça veut dire notamment Saoud Boudibar et Boub Karabat, ça veut dire ils vont signer en Msila 2 fois par semaine en liberté provisoire. Ça veut dire là, ça dégoûte un peu les militants algériens, ces militants qui sont en Algérie, ça décourage et ça crée un peu une certaine peur au niveau des syndicalistes. Et nous avons remarqué juste après que le CSA a pris une déclaration, le CNAPAS n'a pas signé parce que c'est interdit de signer, interdit de parler, interdit de dire ces mots. C'est malheureux de constater, ça veut dire le contraire du pouvoir. Normalement, il doit comprendre, de traduire un peu les volontés populaires, les expressions, les revendications des citoyens par des textes de loi, par des mesures d'apaisement, par les mesures sociales pour un peu augmenter les salaires, etc. Et alors, nous remarquons le contraire avec un discours qui décourage un peu, qui décourage les citoyens, qui décourage le peuple. C'est pas comme ça qu'on construit, ça veut dire les défis du leur. Merci Boualemjani. Restez avec nous sur ces quelques images, un retour au pays, notamment sur quelques tarifs, notamment sur des produits de nécessité normale, de première nécessité pour subvenir à ces besoins dans le cadre de ce mois de Ramadan. بلا اللحم بلا والو اقسم بالله يا خويا ما نكذبش عليك روح للبصل روح للبطاطا روح للطوماطيش روح للطرشي روح ما ناكلش نموت ما كاش منها اخويا روح للحم الهاهل البلاد كاع يقول لك 130 135 تاع اسبانيا وتاع بريزيل روح ساهم اخويا 140 150 160 وين خويا الدجاج 44 45 42 واش تاكل للكيلو دجاجه تسقم لك 150 وين شحال لاباي تاعي هنايا حاجه رخيصه وريني حاجه رخيصه القرعه بزاف جروديه حاجه انا الغلف اللفت وريني حاجه زعما رخيصه نشريها دوكا وريني حاجه الصابه تاعو كل الزاد نعطيك مثال بايكسوم القرعه البارح بعناها 12000 اليوم انا نبيعوا فيها 16000 الزروديه البارح بعناها 6000 اليوم انا نبيعوا فيها 8000 لا الطوماطيش البارح بعناها 8000 اليوم نبيعوا فيها 12000 الحار والطرشي هادو ما تحكيش هادوما الخيار ما تحكيش. Docteur Hamid Mani est avec nous ce soir, défenseur des droits de l'homme. Docteur, c'est peut-être on parle de ce mois effectivement qui commence maintenant.
pour tous les musulmans d'Algérie, du monde entier, mais tout au long de l'année, on constate au pays, que ce soit les rentrées scolaires, les périodes estivales, les voyages aussi, enfin, on constate tout de même qu'il y a un couac, qu'il y a une cacophonie, un manque de cohérence, un manque de suivi, un peuple qui est quelque part soit remis en question. Si ça augmente, ce sont les commerçants, des pénuries, ça peut être les consommateurs, mais d'un côté, on a l'impression tout de même que c'est un pays qui manque aujourd'hui de gouvernance, qui manque d'une certaine ligne, une certaine stratégie, d'un projet politique. On n'entend quasiment aussi, encore une fois, personne sur des dossiers comme la consommation et cette crise sociale. Chaque année, vous avez le même scénario qui se répète. Chaque année. Vous avez pendant toute l'année, il y a une baisse du pouvoir d'achat avec la cherté de la vie. Quand le mois de Ramadan, il s'invite, la hausse des prix s'invite. Et donc, du coup, on voit ce scénario se répéter depuis des années et des années. Bon, moi, je suis pas de la génération juste après l'indépendance, mais ceux qui ont vécu depuis le temps pourront nous le dire. Monsieur Ziani, il a dit quelque chose de très, très important. Il a dit la solidarité. Mais la solidarité, elle va jouer quand il y a une situation de crise. Mais l'Algérie, elle est en crise depuis 62. Et ça, il y a un manque de gouvernance, de savoir-faire, de gouverner, etc. Surtout que l'économie algérienne, elle est quand même assez prévisible. Nous n'avons pas des choses qui s'invitent comme ça à l'improviste où on n'arrive pas à prévoir. Donc, gouverner, c'est prévoir, et franchement, en Algérie, on arrivera. Le Ramadan, on sait que les gens consomment, donc la gestion des stocks, la gestion des fruits, la gestion des légumes. Chaque année, il y a quelque chose qui augmente ou devient inaccessible. Mais le grand problème, c'est l'inflation. L'inflation en Algérie, elle est là toute l'année, elle s'est installée. Pourquoi? Parce que il y a un gouvernement qui, quand il y a des déficits, malheureusement, la planche à billets va fonctionner. Et quand elle fonctionne, il y a plus d'argent, donc l'inflation, elle est là. Et le corollaire de l'inflation, c'est la cherté de la vie. Et ça, le problème, c'est comme nous, on n'a pas une économie structurée, comme par exemple dans les pays développés, où ils vont jouer sur le taux d'intérêt parce que tout se fait par le biais bancaire. Et donc, du coup, en augmentant le taux d'intérêt pour lutter, pour faire baisser l'inflation. Mais en Algérie, on n'a pas tous ces outils et la banque centrale n'est pas autonome dans le sens où elle n'obéit pas aux décideurs de l'exécutif. Donc, du coup, ce qu'il faudrait qu'en Algérie, ça soit fait, il faut structurer cette économie. Mais on n'arrive pas. Depuis des années, c'est le même scénario qu'on voit. C'est une économie, docteur, c'est une économie qui a l'air d'être structurée tout de même. Alors, je voudrais qu'on regarde, puisqu'on parle aussi des réussites et des réalisations, voilà ce que titrait en fin de semaine, et on en a parlé, donc c'est l'actualité de la semaine, Al-Moudjahid, l'eau, le logement, le blé, le rail, c'est lui, Morad Ifsah va réagir aussi dans un instant. Docteur Hamid Mahni, apparemment, il y a aussi... D'un autre côté, il y a le déni du pouvoir qui pour lui, tout avance, tout est bien. Il y a une économie, un pays émergent, un PIB qui devrait augmenter. On a vraiment ces deux mondes, il y a le palais et le quotidien des Algériens. C'est la presse. Un beau jour, ils vont vous dire que M. Tebboune est le bon Dieu. Si vous les laissez, ils vont vous le dire. Rappelez-vous de l'ancien de Feu Bouteflika, ils ont failli nous le dire que c'était un prophète. Donc du coup, ils essayent, mais comme c'est une presse qui est dirigée par qui, tout le monde le sait. Donc du coup, il y a même des anecdotes. On avait un monsieur qui était très poétique et il vendait des sardines. Un beau jour, il a pris le journal Moudjahid, il a essayé de mettre les sardines
Et le journal, à peine il a enfilé le kilo de sardines, le journal s'est perforé. Et il a dit, avec une façon assez drôle, il a dit comment des tonnes de mensonges sont pris dans ce journal, mais un kilo de sardines, ils n'arrivent pas à le prendre. Vous voyez un peu comment les Algériens, ils ironisent sur ils prennent ça pour ironiser, pour alléger leurs conditions de vie. Mais franchement, si le pouvoir voudrait vraiment régler ce problème économique des Algériens, il peut leur offrir un salaire digne, avec un pouvoir d'achat digne et lutter contre toutes ces inégalités sociales. Merci. Et ma foi, après, la solidarité, elle peut toujours faire le reste. Mais vous ne pouvez pas vivre avec la solidarité 12 mois sur 12. Ce n'est pas possible. Merci, docteur. Oui, la solidarité qu'on voit effectivement tous les jours, tout le temps en Algérie. Il y a même des restaurants qui vous proposent lorsque vous n'avez pas de quoi payer, on vous offre le repas. On l'a vu pendant la Covid, on l'a vu aussi pendant les feux qui ont ravagé une partie du pays. Morad Yefsah, une réaction aussi sur cette politique intérieure qui est certainement la cause de ces difficultés qui sont récurrentes chaque année maintenant depuis plusieurs années. Oui, je pense qu'il y a un dispositif qui a été trouvé par tous les pays pour justement maintenir le pouvoir d'achat des citoyens dans un pays. C'est celui de l'indexation des salaires sur les prix. Mais encore une fois, c'est-à-dire qu'un pays qui s'enrichit devrait normalement améliorer le pouvoir d'achat de ses citoyens. Le problème en Algérie, c'est que le pays s'enrichit quand on regarde le classement de l'Algérie au niveau africain par rapport à son PIB. Donc on nous dit aujourd'hui que l'Algérie est le 4e pays avec le plus fort PIB en Afrique. Mais quand on lit, donc là je viens juste d'interroger sur Internet pour voir un peu le classement des pays par pouvoir d'achat, eh ben, l'Algérie, elle est classée, bien que son PIB est 4e donc au niveau africain, mais par pouvoir d'achat, c'est un pays qui est classé à la 8e position. Ben, ça veut dire qu'il n'y a pas une bonne redistribution, il n'y a pas une redistribution équitable des richesses qui sont produites par le pays. Et ça, c'est l'origine donc de cette différence. C'est bien entendu la politique sociale du gouvernement. Ce n'est pas autre chose. Ça veut dire que nous avons donc un PIB qui devrait permettre d'améliorer encore mieux donc le pouvoir d'achat des citoyens, mais cela n'est pas fait. Donc, comme beaucoup d'autres questions, la question aujourd'hui, la question démocratique aussi, c'est une question importante. Du fait effectivement donc d'une situation autoritaire, du musellement donc des syndicats. Donc tout à l'heure notre invité, donc votre invité, Monsieur Ziani, donc qui est syndicaliste, et il a abordé donc cette question qui est très importante, bien entendu. La défense du pouvoir d'achat, ça fait partie d'une des questions centrales donc pour les syndicats. Mais si les syndicats sont muselés, si les partis politiques sont muselés, il est tout à fait normal qu'effectivement ce gouvernement puisse faire ce qu'il veut en termes de pouvoir d'achat et en termes de politique intérieure et extérieure, puisque donc sur la question du pouvoir d'achat, les syndicats ne peuvent pas agir. Sur la question de la démocratie, des libertés, les partis politiques ne peuvent pas agir, et c'est pour cela que nous sommes dans un État autoritaire, donc qui décide dans tous les domaines, social, politique et économique. Morad Yefsah, merci. Boualem Ziani est avec nous. Boualem Ziani, vous êtes en Algérie. On va terminer sur on en parlait il y a une semaine, c'était la couverture au sein de la rédaction de cette 6e année du mouvement, du Hirak, tout simplement, de la famille algérienne qui continue à revendiquer. C'est un élément important de sortir, de s'exprimer. Tous ces éléments dont on parle maintenant depuis plusieurs minutes, mais depuis plusieurs années, étaient dans la rue pour ces 6 années du Hirak. C'est la solution, la seule voie, c'est celle du peuple. Bien
sûr, si c'est la seule fois, lorsqu'il est exclu de s'exprimer la politique, que les prix, ça veut dire malheureusement, on a un petit souci de connexion, Boualem Ziani. On vous réécoutera sur cette question très prochainement. Merci infiniment. On avait un petit souci c'était trop saccadé. Voilà, il est 20h50. Merci, docteur Hamid Mani. C'est un plaisir vraiment de vous avoir ce soir et très heureux aussi d'avoir retrouvé Mourad Difsah avec nous et puis Boualem Ziani qu'on ne remerciera jamais assez, puisque vous savez en Algérie c'est toujours compliqué de s'exprimer. Je remercie infiniment l'équipe en régie de m'avoir accompagné techniquement. Puis pour vous et vos proches, on vous souhaite un bon appétit, Ramadan Moubarak, et on a une pensée bien évidemment pour les personnes seules, malades, qui sont dans le besoin, et puis toutes ces familles qui ont perdu des proches en mer, selon notamment l'ONG Caminando Fronteras, qui a été donc publié le 26 décembre dernier. Pas loin de 700 personnes sont retrouvées sans vie, mortes. Ce sont des Algériens et des Algériennes de tous âges, bébés aux grands-parents, grands-pères et grand-mères, futures mamans. Donc c'est pour vous dire que malheureusement, voilà, chaque jour, il y a 2, 3, 4, 5 Algériens, Algériennes qui meurent en mer car le pouvoir ne leur permet pas, ne leur donne pas les moyens de rester au pays en termes de liberté, mais aussi d'avenir. Merci à tous. Demain soir, vous aurez le plaisir de retrouver mon ami confrère Nassar Djoudi. Bonne soirée à tous.